Mesdames, Messieurs, bonjour. L'AFQP, Association France Qualité Performance, en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de son programme Entraide. Aujourd'hui, nous allons donc aborder le premier webinaire d'un triptyque dédié au Lean Management. Et c'est Patrick Fouillol, ingénieur INSA, délégué de l'AFQP PACA dans le 04 et 05, et fort de plusieurs décennies d'expérience dans le conseil et dans la pratique industrielle, qui va vous présenter les notions de cette démarche. Mais passons d'abord la parole à Jean-Jacques Bonneau, pilote du programme Entraide. Eh bien, bienvenue à tous dans le programme Entraide 6 de la SQP PACA. Le web d'aujourd'hui rentre dans la catégorie l'ère du temps. Il fait partie d'une série de 3 webinaires que la FQP PACA consacre au Lean et sur lesquels donc nous proposons un zoom. Alors pourquoi ce zoom? Premièrement, parce que le Lean est une approche très efficace d'amélioration de la performance des organisations. Or, le Lean reste l'apanage principalement des grosses structures manufacturières. Deuxièmement, le Lean est une approche très efficace d'amélioration de la performance de tous les processus d'une organisation. Or, il reste principalement mis en œuvre dans les autres processus, et il reste principalement mis en œuvre dans les processus de production et beaucoup moins dans les autres processus de l'organisation, comme d'ailleurs, d'une manière générale, peu mis en œuvre dans les entreprises de services. Alors, Jean-Jacques, on ne te voit pas. Si tu peux mettre juste la vidéo, comme ça, on voit ta jolie trombine. Ah, comme ça? Comme ça? Allô? Oui, apparemment, je te vois toujours pas, mais continue donc. OK. Donc, la troisième raison de ce Zoom, c'est que dans le cadre des 3 webinaires, nous allons traiter également de la qualification des responsables lignes des organisations, tant les organisations sont à la hauteur des hommes qui les animent. Donc, notre Zoom d'aujourd'hui traite du Lean, outil privilégié de l'amélioration, comme le disait Jean-Géric. Le propos, le, ça va, vous m'entendez? Il y a des interférences. Oui, il y a quelques interférences, je ne sais pas d'où ça vient. Le propos de notre intervenant aujourd'hui est de valoriser l'approche du Lean dans toutes les organisations, que ces organisations soient petites ou importantes, qu'elles soient avancées en matière d'organisation ou qu'elles démarrent, qu'elles soient dans une activité de production ou de service. Donc, notre intervenant aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous le connaissez bien, il s'agit de Patrick Fouilleul. Patrick Fouilleul est le délégué 0405 de la FQP PACA. Il a 20 ans d'expérience industrielle où il a été directeur qualité, directeur d'usine dans différentes sociétés comme ITT, comme Renault et comme Microelectronics. Et il a aussi 30 ans d'expérience dans le conseil et notamment en matière de Lean. Ben Patrick, sans plus différer, je te passe la parole. Merci. Très bien, Jean-Jacques, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, un programme un peu dense. Par moment, vous trouverez que je vais un peu vite, mais on se rattrapera dans la séance de questions, parce que c'est un sujet effectivement qui est complet, qui est intéressant, et j'ai essayé de vous apporter un maximum d'informations. Donc, je vous présente la séance. Comment on pourrait résumer de façon très simple le Lean? On peut dire comment satisfaire durablement le client en améliorant la qualité, en accélérant les flux et en éliminant les gaspillages. Donc, vous voyez qu'ici, on parle du client. Bien sûr, la notion de client que vous connaissez, elle est élargie aux parties prenantes, mais quand même dans le Lean, le client qui commande et le client qui paye sera quand même notre cible privilégiée. Donc, on balayera ce que c'est que le Lean, ce que ce n'est pas, comment le mettre en place. On dira un petit mot du Six Sigma et on fera le lien avec ce qu'a dit Jean-Jacques, c'est j'ai un système qualité aujourd'hui. Est-ce que c'est contradictoire avec le Lean? Est-ce que c'est complémentaire?
est-ce que c'est quelque chose qui peut m'aider? Voilà, donc je passe sur mon CV. La remarque qu'on fait quand on est comme moi, un ancien, et qu'on a vu beaucoup de méthodes, on a vu apparaître beaucoup de démarches, beaucoup de méthodes que je vous note ici, et on se dit, mais qu'est-ce que je vais choisir? Comment m'y retrouver? Alors, on va dire que ces méthodes, elles ont déjà des points communs. Toutes ces méthodes sont orientées client. Toutes ces méthodes ont un objectif zéro défaut. Donc, vous voyez que toutes ces démarches et méthodes sont structurées. Il y a des étapes. Toutes ces méthodes appellent des outils spécifiques. Donc, vous voyez, on est bien dans la même catégorie. Alors, nous, on va bien évidemment aujourd'hui se focaliser sur le lean management. Et comme je vous l'ai dit, on dira un petit mot du Six Sigma, parce que ça paraît effectivement complémentaire et intéressant. Alors, d'où ça vient ce lean management et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la meilleure traduction qu'on pourrait avoir, c'est épuré. Hein? Donc, on parle de maigre, de svelte, d'ajusté. Donc, c'est une démarche où il n'y a pas de gras, où on ne perd pas d'énergie, on va à l'essentiel. En analyse de la valeur, j'aime beaucoup l'analyse de la valeur, on utilise le terme le juste nécessaire, c'est-à-dire pour faire quelque chose, on prend ce dont on a besoin, ni plus ni moins. La bonne traduction de lean management, c'est management au plus juste. Alors d'où ça vient? Ben, comme toujours, hein, je vais dire, ne vous faites pas d'illusions, ça vient soit du Japon, soit des États-Unis. Là, il se trouve que ça vient des deux. C'est deux chercheurs du MIT qui ont développé cette méthodologie Lean et qui se sont appuyés sur Toyota, sur la culture Toyota, et en particulier sur le Total Production System de Toyota pour mettre en place ce projet et cette démarche. Donc, vous voyez, c'est japonais et c'est américain. Un petit peu d'historique. Je trouve que cette définition est très bien. Je vais vous dire pourquoi. Donc, c'est le vice-président du groupe Toyota, hein, Taiichi Ohno, on en reparlera. Prendre conscience, nous dit-il, du temps qui s'écoule entre le moment où le client passe commande et celui où nous encaissons. À nous de réduire ce temps en éliminant tout gaspillage et tout ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée. J'aurais du mal à trouver une meilleure définition du lean, mais vous voyez que c'est très samouraï et c'est le sabre du samouraï. Le premier coup d'épée, c'est je reçois une commande client, je déclenche mon chronomètre, toc, 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 qui se met en route. Et puis, vous voyez jusqu'où on va, et ça, c'est toute la force de leur approche chez Toyota, jusqu'à ce que nous encaissons l'argent du client parce qu'il a reçu son produit et qu'il est satisfait. Donc, on va retrouver, notez-le, donc dans le lean, que le top départ et le top arrivée sont importants puisqu'on va travailler pour réduire le temps entre ces deux tops. Donc, au début, bien sûr, vous l'avez compris, c'est Toyota qui le met en place, mais attention, cette méthode a été reprise en gros par toutes les activités. Et on trouve ça aujourd'hui, bien sûr, dans l'industrie, hein, c'est né dans l'industrie, mais aussi dans les services. Vous aurez dans le prochain webinaire Lean, Guillaume Durand qui vous parlera d'une application dans les services et en particulier un exemple de Schneider Electric qui nous dira où ils l'ont mis en place. Vous voyez, le Lean, par exemple, je vous cite un exemple, hein, dans les hôpitaux, vous savez que la santé se préoccupe de plus en plus des démarches qualité, ils font un bon travail et ils accélèrent. Dans la santé, on utilise le Lean pour optimiser ce qu'on appelle le circuit du patient. Hein. Vous arrivez dans un hôpital, vous êtes accueilli, et puis vous passez par un certain nombre de services, de bureaux, d'analyses, etc.
Et jusqu'au moment où vous ressortez, on va utiliser la méthode Lean et ça marche très bien. Les cabinets dentaires, certains cabinets dentaires ont utilisé le Lean pour accélérer les flux et que les gens n'attendent pas. Ça marche très bien. Donc la conclusion, ne me dites pas, parce que je ne vous croirais pas, ne me dites pas, oui, mais ça ne s'applique pas chez moi, parce que chez moi, c'est spécial. Il faudra que vous soyez vraiment persuasif pour me démontrer que le Lean ne peut pas s'appliquer chez vous. Alors, Lean et valeur ajoutée, on va s'intéresser à la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est ce qui contribue à apporter à votre produit ce que le client est prêt à payer. Imaginez le client qui vous regarde travailler, est-ce qu'il serait d'accord pour payer ce que vous êtes en train de faire? Et on va essayer de se focaliser donc sur tous les services à valeur ajoutée. La non-valeur ajoutée va nous intéresser. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de l'éliminer ou pour le moins de la réduire, parce qu'on ne peut pas toujours l'éliminer complètement. Ça n'ajoute pas de valeur aux yeux du client. Il n'est pas prêt à payer vos erreurs, vos défauts, vos stocks trop nombreux, vos temps d'arrêt, votre stockage. Le client n'est pas prêt à payer ça, donc on va se focaliser sur cette non-valeur ajoutée pour l'éliminer. Alors, quels sont les objectifs du Lean Management? On a vu ce que c'était, on a vu d'où ça venait. Eh bien, les objectifs, ils sont extrêmement faciles à définir. Satisfaire le client en permanence. Et je vous ai dit, là, on parle du client principal, celui qui va vous passer commande et vous régler, même si autour d'autres partenaires vont en bénéficier. Optimiser la qualité, éliminer les gaspillages, on va revenir sur ces gaspillages, réduire la durée des cycles de production, diminuer les stocks, augmenter la productivité et valoriser le personnel en l'associant concrètement au projet. Ce point est en dernier là, dans ma diapo, il est extrêmement important et on en reparlera à plusieurs niveaux. On ne peut pas réussir un projet Lean sans associer tous les gens qui sont concernés par une étape, quelle que soit l'étape, que ce soit le commercial, que ce soit l'opérateur dans un atelier, que ce soit le magasinier, etc. Ça, c'est vraiment important. Alors, quelques exemples. Vous en avez dans la presse, vous en avez dans des livres spécialisés. Je vous cite quelques exemples. Fabrication de circuits intégrés, le lead time, on verra ce que c'est que le lead time, c'est ce que nous a défini Ono, c'est-à-dire entre le moment où on passe commande et le moment où on encaisse le prix du produit et du service, qui passe de 62 à 21 jours. Des rendements qui passent de 77% à 91%. Le temps de recrutement d'un salarié qui passe de 105 jours à 20 jours. Le lead time de traitement d'une commande de 13 jours à 3 jours. Alors, qu'est-ce que l'on voit là-dedans? Eh bien, on voit tout simplement que ce sont des résultats ambitieux, intéressants. Donc, ma première réflexion, c'est n'utilisez pas un projet Lean Management si vous voulez gagner 4 ou 5%. Il y a d'autres techniques pour ça, il y a d'autres méthodes. Vous vous souvenez que la dernière fois, on a parlé de la méthode 8D, de résolution de problèmes. Quand vous êtes dans ces eaux-là, ne vous lancez pas dans un projet Lean. Le Lean, c'est tout de suite, on est ambitieux, on veut gagner 10%, 20%, 30%, 40%. Là, ça vaut le coup de mettre en place un projet Lean. Alors, on a vu ce que c'était que le Lean, on va dire ce que ce n'est pas le Lean. Ce n'est pas un moyen pour accélérer les cadences de travail, ce n'est pas les temps modernes avec Charlot, et on ne dit pas aux gens, pour que ça aille plus vite, vous allez accélérer, vous allez marcher plus vite dans les allées, et vous allez faire votre opération plus vite. C'est surtout pas ça. Donc là, il faut l'oublier. Ce n'est pas non plus une méthode qu'on appelle cost killing en disant je veux réduire de 30% les frais et les engagements de toutes les opérations. Débrouillez-vous comme vous voulez, on réduit. On ne réfléchit pas et on vous demande de faire des économies. Ce n'est pas ça.
C'est sûrement pas un plan drastique de réduction des effectifs. Il ne faut pas méconnaître que dans certains cas, c'est vrai, cette méthode du Lean a pu être utilisée par des entreprises pour faire des réductions d'effectifs. C'est pas du tout fait pour ça. Et si on se lance là-dedans, bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Le personnel est absolument mécontent. Il y a des licenciements. C'est pas possible. Et c'est pas un phénomène de mode éphémère. Vous savez qu'en qualité, tous les 2-3 ans, il y a une nouvelle méthode qui sort. Il faut l'utiliser. On fait un gros battage dessus. C'est quelque chose de fond et qu'il ne faut pas utiliser de façon éphémère. Voilà ce que ce n'est pas le Lean, et ce n'est pas non plus la réponse à une situation de crise. Il n'y a plus rien qui marche chez moi, j'y comprends rien, je ne maîtrise plus rien du tout, et ben je vais faire un Lean. Non, il y a d'autres techniques, d'autres méthodes pour répondre à cette situation-là. Alors là, on va rentrer dans quelque chose qui est intéressant parce que je vais essayer de vous faire sentir, avant de rentrer dans la méthodologie, de vous faire sentir ce qu'il y a là-dessous, hein, ce qu'il y a dans ce Lean Management. Alors, ces principes-là, ils sont, on va les dire, incontournables. C'est-à-dire que si vous ne les mettez pas en œuvre, vous avez une forte probabilité de vous planter. Hein. Donc, soyez extrêmement vigilants, ça ne marchera pas comme ça. Donc, la valeur ajoutée au client est une préoccupation permanente. Donc, ça, c'est un point important. Nous sommes centrés sur cette valeur ajoutée au client. Je ne vais pas dire que c'est une obsession, mais une préoccupation, oui. L'engagement inconditionnel et permanent de la direction. La direction doit s'impliquer, et on va le voir, la direction va participer complètement à ce projet, et on va lui demander, par exemple, dans ce qu'on verra plus tard, le Gemba Walk, de s'impliquer et de participer concrètement auprès du personnel à cette démarche. Et croyez-moi, c'est pas rien. Les flux sont tirés. Hein. On est dans une logique de Kanban, de just in time. Ça veut dire que c'est le client qui tire les flux et c'est la demande du client qu'on va satisfaire. On ne pousse pas en faisant des stocks et puis après on va vendre. On l'a vu un petit peu dans le 5S, on reparlera du 5S, les flux sont rendus visibles pour un management plus facile. Vous visitez un atelier et vous avez immédiatement la visibilité sur les flux, sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas. Ça, il n'y a rien de caché et c'est déjà extrêmement important. Les fameux gaspillages sont identifiés et éliminés. On verra effectivement ce qu'il y a comme gaspillage. Et c'est là que les parties prenantes vont intervenir parce qu'elles sont intéressées. Ce qu'on appelle les mudas, hein, il y a beaucoup de mots japonais, les gaspillages. Le personnel est associé au projet, je vous l'ai dit une fois, je vous l'ai dit 2 fois et je vous le redirai. La richesse d'une entreprise, eh bien, ce sont les hommes, ce sont les femmes et il faut les associer au projet. Quelque chose qui est cher à mon cœur, les faits sont enregistrés et l'analyse des données privilégiée. Donc, ce n'est pas au doigt mouillé qu'on travaille, on va recueillir des infos, on va les enregistrer et on va les traiter, je vous dirai, enfin, on en dira un petit mot, comment on fait. Autre principe, la qualité est construite dans le produit et le processus, c'est-à-dire qu'au moment où on définit le processus, eh bien, on va faire en sorte qu'il ne sorte que des services et des produits de qualité. C'est ce qu'on appelle la qualité built-in, c'est-à-dire construite, intégrée. Et croyez-moi, ça, les services méthodes sont impliqués là-dedans et c'est vraiment passionnant. Les produits défectueux sont bloqués dès leur apparition. Hein. On verra les JIDA, c'est-à-dire qu'un produit défectueux ne doit pas franchir la barre et aller à l'opération suivante parce que vous savez, ça se multiplie très vite. Donc, il faut bloquer
tout de suite le défaut. Les processus sont stabilisés et leur variabilité réduite. Donc ça, c'est une approche statistique, on en dira un mot. L'amélioration permanente fait partie de la culture à tous les niveaux. On est perpétuellement insatisfait tant qu'on n'a pas atteint les objectifs. Donc, il faut s'améliorer. Les composants processus, outils et pratiques sont standardisés. Alors, comment on fait maintenant? On sait ce que c'est, on sait ce que ce n'est pas. On a vu les principes. Eh bien, on va maintenant déployer le projet. C'est un projet très structuré, je ne vous le cache pas, un DMAAC, et on va regarder ce qu'il y a dans ce déploiement de projet. Donc, le D, c'est définir, et ça veut dire mettre le projet sur les bons rails. C'est la gestion de projet, donc qu'est-ce qu'on va avoir? De quoi on parle, c'est-à-dire quel est l'objet de cette étude, quels sont les objectifs, quelle équipe projet, quel planning, quel processus, quelles ressources. Donc, il n'y a rien de miraculeux là-dedans, mais on s'arrête un moment avant de foncer et on va mettre sur le papier, définir tout ça. Sinon, après, on est perdu et on ne sait plus où on en est. Rien de miraculeux. Vous allez me dire, mais ça, ce n'est pas du Lean, c'est une façon de fonctionner logique. Et je vous réponds oui. Mesurer, l'étape 2, ça veut dire collecter les données pertinentes. Et les données pertinentes, eh bien, c'est des flux de valeurs, c'est des observations, c'est l'analyse des gaspillages. On va commencer à chiffrer, on va observer et on va accumuler des données. C'est une étape intéressante. On va analyser qu'est-ce qu'on en fait de ces données. On les analyse, on les interprète, on les met en musique, on essaye de trouver des corrélations, on commence à travailler sur ces données. Ensuite, c'est bien sûr améliorer, c'est l'étape que tout le monde aime bien, parce que là, c'est le brainstorming, c'est la recherche de solutions innovantes. Et nos fameux opérateurs, notre personnel, là, ils vont nous surprendre parce que, je pourrais vous donner des exemples, hein. En tant que directeur d'usine, j'en ai des dizaines d'exemples extrêmement innovants, où c'est les opérateurs qui vous disent « mais pourquoi on fait comme ça? On pourrait gagner du temps, ça ne sert à rien, etc. » Donc, on analyse et on regarde. Mais c'est vraiment l'étape la plus valorisante. Mais il y a la dernière étape, contrôler. DMAAC, méfiez-vous, hein, contrôler, vous le savez, c'est un faux ami. En fait, c'est la traduction du mot control. Et on a perdu d'ailleurs, la France en particulier a perdu plusieurs années quand on a commencé les démarches qualité. Et moi, j'ai connu cette époque-là où on a mal traduit control et on l'a traduit par contrôler. Et on s'est dit la qualité, ça s'obtient par le contrôle. On a multiplié les contrôles, c'était une erreur. La traduction qu'il faut prendre, c'est maîtriser. Maîtriser les dispositions en place et les capitaliser, c'est-à-dire définir des standards, définir les compétences. Donc voilà le parcours que je vous propose, le DMAAC, et c'est le déploiement du Lean. Quels sont les objectifs du Lean? On les a vus, mais comment on va faire? Il nous faut des outils. Donc, je redis à chaque fois, parce que cette phrase me plaît bien, quand on n'a qu'un marteau dans sa boîte à outils, tous les problèmes ont la forme d'un clou. Il y a des modes sur les outils. Il ne faut pas utiliser un outil parce qu'il est à la mode. Il faut utiliser un outil parce qu'on en a besoin. Je ne sais pas combien il y a d'outils qualité qu'on appelle le qualificatif qualité. Il y en a beaucoup. Il y en a peut-être beaucoup trop. Je dirais, à la louche, je n'ai pas compté, 200, 250 outils à peu près à votre disposition. C'est beaucoup trop. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver comme outils? Ne les oublions pas, les fameux outils qu'on appelle les outils de base de la qualité, ils font déjà 70% du job. C'est Pareto, Ishikawa, histogramme, et 5 pourquoi, méthode de résolution de problèmes, brainstorming. Ne négligeons pas ces outils, ils ont leur place entière dans le projet Lean. Par contre, le Lean va nous proposer des outils spécifiques. La cartographie des flux de valeurs, par exemple.
le diagramme temps-valeur, ça c'est spécifique au Lean. La méthode Oshin, qui est une méthode, on verra, de régulation des flux dans les ateliers, le fameux changement rapide d'outils, là, le SMED, on en dira un mot, les 5S, on en a parlé déjà, les détrompeurs, ce que les Japonais appellent le pokayoke, les jidoka, qui bloquent les défauts, la visite de terrain, Gemba Walk, je vous en ai déjà parlé, le Kanban, l'espace collaboratif que les Japonais appellent la salle Obeya, les diagrammes spaghetti, et puis j'en passe, et des meilleurs. Donc vous avez quand même des outils spécifiques qui sont extrêmement efficaces. Et si vous faites un projet Lean, ben, il faudra les utiliser. Ce qui est intéressant aussi avec le Lean, c'est que on va s'intéresser à des indicateurs spécifiques. Le taux de rendement synthétique, c'est pas le Lean qui l'a inventé, mais il est très pertinent. Le lead time, on en a parlé avec le japonais Ono. Le takt time, qui est la vitesse régulée, le cycle de vitesse régulée qu'il est bon d'avoir dans un processus pour qu'il soit optimisé, le temps de cycle, etc. Donc, vous voyez, la boîte à outils, là, elle commence à devenir un peu lourde. Donc, je vous rassure, il ne faudra pas utiliser tous ces outils. Il faudra les utiliser quand ils sont nécessaires. Et en général, on en utilise quelques-uns. Donc, je ne voudrais pas vous faire peur. Mon but, c'est de vous citer des outils et ne soyez pas affolés en disant « Oh là là, on ne va jamais s'en sortir » parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Un exemple qui est, vous allez voir, c'est un outil très, très visuel, très intéressant. Vous avez le lead time, donc vous dites, vous voyez à gauche, j'ai reçu ma commande client, à droite, le client a reçu sa commande, on pourrait aller plus loin, donc on définit la fenêtre sur laquelle on veut appliquer le Lean. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, en haut, on va retrouver les opérations à valeur ajoutée, je vous l'ai dit, celles que le client est prêt à payer, et donc elles sont en vert. Vous voyez en dessous, on a mis, pour que le lead time soit complet, on a ajouté les opérations qui n'ajoutent pas de valeur, voire qui en détruisent. Donc, la planification, la préparation, les temps d'attente, les transferts, les stockages, les contrôles. Et la règle du jeu, elle est simple. Quand on a un projet, c'est un très bon indicateur. Quand on a un projet, on va faire passer ce qui est en bas, on va le supprimer, on va le faire passer au-dessus pour arriver au résultat. Bon, là, bien sûr, c'est un exemple théorique, donc c'est toujours très beau. Après la mise en œuvre du Lean, vous voyez que le lead time, il a été divisé par 2,5, qu'on a éliminé beaucoup de dysfonctionnements et la vie est belle. Là, je vais vous dérouler quelques outils du Lean. Je ne vais pas tous vous les dérouler, je vous déroule ceux qui me paraissent quand même importants. Pour ceux qui ont déjà suivi la méthode 5S, je redonne cet outil parce qu'on ne peut pas travailler dans un environnement qui n'est pas sain, qui n'est pas propre, qui n'est pas fiable, où on risque des accidents. Donc le 5S, c'est un outil de base et c'est une très bonne façon de démarrer un projet Lean, en commençant par le 5S. Alors le 5S atelier, le 5S dans les bureaux. Moi, j'ai animé beaucoup de démarches 5S et une qui m'a particulièrement marqué, c'est dans un service de stérilisation d'un hôpital. Il n'y a rien de plus propre qu'un service de stérilisation, par définition. On a réussi quand même à faire des choses intéressantes, non pas sur la qualité bactériologique des produits, bien sûr, ce n'est pas notre rôle, mais sur le stockage, sur le temps d'accès aux documents, donc on arrive dans tous les secteurs. Là aussi, ne me dites pas le 5S, ce n'est pas fait pour moi. La méthode Oshin, management des flux, je vous en ai dit un petit mot tout à l'heure. C'est quelque chose qui est bien parce que ça se fait au fil de l'eau avec les opérateurs. On va dans l'atelier, on discute avec les opérateurs et on regarde des solutions simples, applicables immédiatement
et on peut déjà faire des gains significatifs. Donc, toujours pareil, ça se passe sur le terrain, ça se passe en faisant des observations, en étant curieux, en posant des questions. Et croyez-moi, tiens, mais pourquoi vous faites comme ça? À quoi ça sert d'avoir un stockage ici intermédiaire entre vos deux postes? Ah, ben c'est parce que, comme on a un mauvais rendement, il nous faut des pièces supplémentaires parce que ça ne marche pas très bien. Donc, il va falloir s'attaquer à ce problème de défaut ou de conformité. Le fameux pokayoke ou détrompeur qui évite qu'on fasse qu'on ait une défaillance et qu'on fasse une erreur. Donc, je vous ai représenté ici une tête de lit d'hôpital où vous distribuez aux malades, vous pouvez distribuer de l'azote, de l'air médical, de l'oxygène, et quelquefois vous avez besoin de vide pour certains appareils. On est content qu'il n'y ait pas d'erreur et qu'on ne balance pas à un malade de l'azote au lieu de lui envoyer de l'oxygène, surtout dans les périodes actuelles de Covid. C'est tout simplement un détrompeur particulièrement, qui a été particulièrement bien étudié. Donc, je vais un peu vite, mais on se rattrapera sur les questions. Alors, Kanban, là aussi c'est un outil. Vous avez vu que dans les principes, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, que les flux sont tirés. C'est le client qui a une demande et qui tire et qui fait venir à lui le produit. Donc le Kanban, c'est un outil utilisé dans la démarche Lean. Ça se traduit donc ici par la carte. Kanban, ça veut dire carte. On définit le type de produit, sa quantité, et on va la transporter en amont pour déclencher la fabrication, c'est-à-dire qu'on ne fait rentrer dans un atelier, par exemple, que ce qui est juste nécessaire pour satisfaire le client. Je vous ai dit, on ne pousse pas, parce qu'une gestion de flux poussé, ça génère des stocks, et si on a un problème, c'est pas possible. Le bon exemple, c'est vous faites vos courses au supermarché, vous êtes à la caisse, la caissière va scanner vos produits, automatiquement le stock va être ajusté et par un logiciel qui calcule, les commandes vont être automatiquement passées quand on a un seuil de nombre de pièces qui ont été vendues. Ceci pour avoir toujours le produit disponible. Et c'est un bon exemple de Kanban, c'est le client qui tire. Là, le client, il achète son pack d'eau minérale. On sait que si dans la journée, il y a 20 clients qui ont acheté 3 packs d'eau minérale, il va falloir une palette et on va commander une palette ou plus. Changement rapide d'outil. Alors ça, c'est spectaculaire. Le changement rapide d'outil, c'est ce qu'on appelle le SMED, Single Minute Exchange Die. C'est quelque chose quand vous avez des petites séries pour reconfigurer votre outil de fabrication rapidement. Alors j'aime beaucoup cette phrase et elle est vraie. Et quand on fait du SMED, on voit que c'est plus que vrai. À quoi ça sert de tourner un boulon, de tourner un écrou sur un boulon, puisque ce qui m'intéresse, moi, la valeur ajoutée, c'est de serrer avec le dernier tour ou un quart de tour. Donc, on va éliminer les autres tours, les tours d'approche. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, vous le retrouvez dans l'exemple qui n'est pas un bon exemple, c'est dans les stands automobiles de F1. Pourquoi ce n'est pas un bon exemple? Parce que là, on voit qu'on a obtenu ceci avec en augmentant le personnel, et c'est logique, pour la course, il faut gagner un temps infini. Quand on fait du SMED, moi j'ai l'exemple d'un outil de presse de capot chez Renault, je travaillais dans le groupe Renault. Donc, quand vous passez d'un type de véhicule à un autre type de véhicule, il faut changer l'outil. Sauf qu'un outil d'emboutissage d'un pavillon de voiture, ça pèse plusieurs dizaines de tonnes.
Donc, on est passé à l'époque, je crois que c'était 25 heures, tenez-vous bien, 25 heures pour changer l'outil, c'est-à-dire pour reconfigurer, à 20 minutes après l'utilisation du SMED. Alors, ça veut dire quoi le temps de changement d'outil? Ça veut dire la dernière pièce bonne de la fabrication que vous êtes en train de faire. Stop, on arrête la machine, le chrono se met en route et on va redéclencher le chrono quand l'outil sera installé et qu'on aura fait les pièces témoins, qu'on aura mesuré les pièces et qu'on repart sur la nouvelle série avec des pièces bonnes. Donc là, c'est plus que spectaculaire. Hein. Je veux dire, c'est impressionnant de tout ce qu'il faut faire et c'est pas en allant plus vite que... Donc je vous signale le SMED parce qu'il est applicable dans beaucoup de cas. La visite de terrain, donc le fameux Gemba Walk, hein, c'est souvent responsable, le directeur de l'usine. Moi, quand j'étais directeur de l'usine, je faisais ça, alors, je ne vais pas dire tous les matins, mais très souvent, et j'ai recueilli des suggestions qui sont vraiment incroyables. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais sur le terrain, c'est là qu'on voit ce qui se passe, c'est là qu'il faut être. Et alors, ce n'est pas une balade bonjour, vous savez, une balade électorale où on vient serrer la main du personnel, ce n'est pas du tout ça. On a déjà un canevas, on a des questions à poser, on observe, et puis on est au contact des gens de façon chaleureuse, on leur demande les difficultés qu'ils ont, c'est quelque chose de très important. Je signale à cet égard que dans le 06, Guillaume Durand, que vous aurez la prochaine fois, a fait un atelier Gemba Walk où ils sont allés à plusieurs, hein, c'est le principe de notre travail, ils sont allés dans des entreprises faire des visites et faire des rapports d'amélioration et ça marche très bien. La méthode Six Sigma, alors attention, là on n'est plus dans un outil, on est dans une méthode qui est, j'oserais dire, à peu près de même niveau que le Lean et je vous dirai pourquoi je vous parle maintenant du Six Sigma. Donc, le Six Sigma, c'est la recherche méthodique du zéro défaut à travers l'amélioration des processus. Qu'est-ce que c'est le Six Sigma? C'est à la fois une philosophie, celle du zéro défaut, une méthode, un objectif, une mesure, une valeur. Et ça a été développé au Japon, j'oserais dire bien sûr, et mis en œuvre par Motorola, qui l'a développé dans les années 80. Qu'est-ce que c'est que le Six Sigma? Ça s'appuie, on en a dit très rapidement un mot tout à l'heure, sur l'analyse statistique des données, qui sont des données significatives hein, qu'on appelle critical to quality. Et l'objectif est de réduire la variabilité en mettant les processus sous contrôle. Imaginez un fabricant de semi-conducteurs qui fait des microprocesseurs et qui a 250 opérations successives pour arriver à un microprocesseur qui fonctionne. Ne croyez pas qu'avec un rendement de 99% à chaque opération, vous sortirez aucun microprocesseur. Donc, vous voyez, on est là dans une amélioration importante de la qualité quand on a des données critiques. Alors, pourquoi je vous parle du Six Sigma? Parce que de plus en plus, vous allez voir qu'on associe le Lean et le Six Sigma pour faire ce qu'on appelle le Lean Six Sigma et on combine la vitesse du Lean et la qualité du Six Sigma. On en aura peut-être dans les questions. Je vais revenir sur le comportement des managers parce que c'est important. Les managers Lean sont ceux qui tirent le projet, hein, qui l'animent. Allez voir sur place, demandez pourquoi et du respect pour votre interlocuteur, disent les gens de Toyota. Donc, le manager Lean, il se fixe 5 axes. Partager l'information, elle n'est pas réservée à la direction ou au management. Donner du sens, expliquer, développer l'autonomie, insister sur le droit à l'erreur et développer l'agilité et la dynamique de résolution de problèmes. C'est un contact permanent dans un projet Lean. Pour terminer, je vais vous dire un mot de la synergie qu'on peut attendre de l'ISO 9001 et du Lean. La FNOR est en train de faire passer en enquête publique un fascicule qui analyse en détail l'apport de l'ISO 9001 à un projet Lean. Donc, ça va sortir bientôt et on vous en dira 2 mots.
Donc, le système de management de la qualité, c'est le socle, c'est le réceptacle, ce sont les fondations. Si vous n'avez pas ça, vous allez faire des actions d'amélioration, elles vont s'évaporer. Hein, donc, le Lean apporte la dynamique, mais pour aller vite, il faut que l'infrastructure soit disponible. Bon, je vais vous donner, vous les connaissez, hein, je vais aller vite, les principes ISO 9001 et vous allez voir comment ces principes, ils sont tout à fait en phase avec ce que je vous ai dit sur le Lean. De l'orientation client à la prise de décision fondée sur des preuves, on est cohérent. Et c'est ce que l'AFNOR va nous développer dans son fascicule. Quelques exemples. La direction doit démontrer son leadership pour promouvant l'amélioration. Ça, c'est le chapitre 5.1. On a vu que dans le Lean, la direction est en avant. On doit utiliser des critères et des méthodes. La surveillance, la mesure et les indicateurs de performance sont nécessaires pour assurer le fonctionnement et la maîtrise des processus, nous dit l'ISO. C'est ce que je vous ai dit par rapport au Lean. La direction doit établir une politique qui s'engage dans l'amélioration continue. On y est. L'organisme doit analyser et évaluer les données issues du processus et issues de la surveillance et de la mesure. Les méthodes d'analyse des données peuvent inclure des techniques statistiques. Utilisation d'une infrastructure et d'un environnement approprié. Le 5S vous permet d'avoir un environnement approprié. Je ne reviens pas sur les Pokayoke, mise en œuvre, prévenir la défaillance humaine. Et les pièges à éviter, vous voyez que j'arrive à la fin de l'exposé, il y a quand même beaucoup de pièges, on va essayer d'en éviter quelques-uns. Succomber au mythe de la mode. Il ne faut pas faire du Lean parce que mon voisin dans ma zone d'activité a mis en place le Lean et j'ai envie de faire comme lui alors que ce n'est peut-être pas ce dont j'ai besoin, ce n'est pas une mode. Si vous avez un contexte social dégradé, ce n'est pas le moment non plus de lancer, il y a d'autres choses à faire. Il faut que le personnel participe et qu'il soit en confiance. On va se focaliser sur l'économique et on va oublier le client au bout. Donc, ce n'est pas bon. On va optimiser le chantier Lean. Vous savez qu'on ne peut pas mettre toute une entreprise en Lean. Hein. On choisit un processus et puis après, on fait la méthode du nénuphar et on va étendre à l'entreprise. Mais il ne faut pas que toutes les ressources soient sur le chantier Lean et qu'à côté, on désorganise ce qu'il y a. Ce n'est pas un outil de sortie de crise. Si vous vous appuyez pas sur ce qui existe, c'est extrêmement grave. C'est grave pour la communication au personnel qui ne va pas comprendre, mais c'est grave aussi sur l'efficacité de ce que vous allez mettre en place. Il ne faut pas se précipiter sur une solution avant d'avoir tout analysé. On a le risque de tomber dans une démarche d'expert, on se fait plaisir, on utilise des beaux outils et on oublie le terrain. On court-circuite la hiérarchie parce que c'est un projet, donc vous savez qu'il faut impliquer la hiérarchie dans les projets. Ce n'est pas un outil à court terme. Il faut ne pas oublier l'esprit et ne pas se focaliser sur les outils. Et puis, si on n'associe pas le personnel de façon constructive et transparente, là, on est très mal. Il ne faut pas aller trop vite. Et il faut ne pas s'appuyer exclusivement, il faut avoir des compétences en interne. Le troisième vous en parlera, le troisième webinaire parle justement des compétences à acquérir. Ça tombe bien, on arrive aux questions. Je pense que tu es content, Georges-Éric. Ah oui, tout à fait, pile poil, c'est génial. Ça nous permet, on a déjà quelques questions là sur le chat, oui. Je vais vous lire. Peut-être que, à moins que tu aies besoin de revenir dessus, Patrick, on peut arrêter le PowerPoint, la présentation. Oui. Alors, allez, je passe tout de suite à la première question qui se pose, qui a été posée. Quel est le délai raisonnable pour mener à bien un projet Lean, notamment sur une problématique de e-commerce, donc centrée sur le processus administratif et logistique pour une entreprise, une PME de 50 personnes? Bon, répondre comme ça, c'est un peu hasardeux. Ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, est-ce que le processus a été décrit? Combien il a d'étapes? Est-ce qu'il existe déjà des mesures? Est-ce qu'il y a des indicateurs?
ce qu'il y a en place va déterminer effectivement la durée d'un projet, mais je vais vous dire, en fonction des efforts que vous mettez, ce ne sera pas une semaine, ce ne sera pas 2 semaines, ce sera, je dis à la louche, hein, j'en sais absolument rien, mais ce sera 2 mois, 3 mois. Ne croyez pas que ça peut se faire effectivement très, très rapidement. Il faut être prudent. Alors, on avait déjà un début de réponse d'un participant qui disait, par analogie avec le projet qui sera présenté au prochain webinaire, il y a le temps des événements, donc les étapes présentées par toi, Patrick, et le temps d'analyse. Comptez aussi sur le temps de la disponibilité des participants, prévoir quelques semaines, voire quelques mois. Oui, je suis d'accord. Oui, oui. Alors, au-delà j'ai eu quelques autres questions sur mon chat en direct. Et tu as exposé la méthode Six Sigma. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça peut se combiner avec le Lean? Comment ça s'organise, la juxtaposition des deux Alors, méthodes? bon, il n'est pas obligatoire de les associer, hein. Vous avez compris que le Six Sigma, c'est l'analyse des données, c'est la réduction de la variabilité, ça s'appuie sur des outils statistiques, analyse de variance, plan d'expérience, carte de contrôle, etc. Et ça fait un peu peur. Mais quand on a des données chiffrées, je vous ai cité le cas du semi-conducteur, hein, que je connais bien, avec beaucoup d'opérations, des opérations critiques, des épaisseurs d'oxyde. Le nombre de paramètres critiques est énorme. Si vous ne les maîtrisez pas sur le plan qualitatif, hein, c'est-à-dire ben, vous sortirez aucun produit conforme. Donc, je vais répondre, si vous êtes dans un processus simple où les données que vous mesurez sont du comptage, par exemple, ou des données simples à avoir, vous pourrez utiliser quelques outils du Six Sigma, mais le Six Sigma ne sera pas déterminant. Par contre, plus vous allez vers un produit complexe, avec beaucoup de paramètres à maîtriser, je pense à l'électrochimie, je pense à beaucoup de processus qui sont quand même complexes, en mécanique, en électronique, en chimie. Bon, vous aurez peut-être à utiliser le Six Sigma. Il n'y a pas de règle, hein, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne faut pas, si vous choisissez un cabinet pour vous aider qui est Lean Six Sigma, ben vous ferez du Lean Six Sigma. Donc c'est un peu le risque. Heureusement, il n'y a pas de réponse, j'ai pas de réponse générale. Mais c'est complémentaire. Si vous avez plutôt des problèmes de qualité, de reproductibilité, de variabilité, le Six Sigma sera beaucoup plus intéressant pour vous et la part du Six Sigma sera plus grande. Par contre, si vous avez des processus plus simples, certains processus administratifs, on peut faire du Six Sigma, hein, j'en ai déjà fait, mais vous aurez moins besoin du Six Sigma. C'est une réponse incomplète, mais Merci. là aussi, je peux pas vous donner de règles absolues. Merci. On comprend en gros qu'on peut commencer par le Lean et après, si on se rend compte qu'on est face à des process un peu plus complexes, raccrocher le Six Sigma. Tu as exposé tout à l'heure en début une grande partie la relation avec le client, l'avantage, l'intérêt de cette relation avec le client. Mais comment ça se passe avec les autres parties prenantes? Oui, donc je vous ai dit, c'est vrai que le cœur de cible, c'était le client qui paye, qui a besoin d'un service ou d'un produit. Par contre, les autres parties prenantes sont extrêmement impactées. Bon, je passe rapidement sur le personnel, j'en ai assez parlé, le personnel, il est au moins aussi important, donc c'est vraiment sur lui qu'il faut se focaliser. Mais dès que vous réduisez les gaspillage d'énergie, gaspillage de pièces, de produits qu'on va recycler, etc., ben, vous avez le partenaire, la partie prenante environnementale qui prend toute sa valeur. Donc, l'aspect financier, vous imaginez bien que vos actionnaires vont être extrêmement satisfaits de voir que vous avez amélioré la maîtrise de votre processus et de votre outil, quel qu'il soit.
Donc, j'oserais dire, je vois pas tellement, bon, même le banquier indirectement, je vois pas de, peut-être les riverains, ils verront moins de bennes de déchets, ils seront peut-être moins impactés. Mais retenons que toutes les parties prenantes peuvent y trouver leur compte à plus ou moins divers niveaux. Alors, en parlant de compte, justement, j'ai une question sur la notion de la rentabilité. Est-ce que le lean est adapté à un domaine ou une activité non rentable, comme par exemple la sécurité? C'est une question d'Olivier. Alors, c'est une question intéressante parce que là, on va s'occuper du personnel, hein. La sécurité, je le décode comme la sécurité du personnel ou des entreprises externes qui travaillent chez vous. Je ne suis pas sûr il y aura des retombées, mais ce n'est pas l'outil idéal pour lancer une démarche sécurité dans une entreprise. Par contre, si vous faites un projet Lean, vous allez faire du 5S, vous allez mettre en place un certain nombre de choses et quand vous serez dans l'atelier, quand vous ferez les Gemba-wo, vous allez récupérer, à mon avis, autant de suggestions sécurité que de suggestions qualité ou rapidité. Donc, la sécurité, elle est intrinsèque, mais on ne peut pas dire que ça y est, le lean va vous faire des percées spectaculaires en matière de sécurité. C'est une retombée indirecte parce qu'on épluche tellement un processus et on le regarde tellement sous tous les angles que la sécurité, bien sûr, il trouve son compte. Alors, j'ai une autre question là sur l'aspect justement les autres parties prenantes, mais on reste dans cette idée-là. Pour impliquer le personnel d'une manière concrète, faut-il le former? Quelles sont les dispositions à prendre? Alors bon, c'est une bonne question. Je vais dire faut l'informer, tout le personnel, hein, faut l'informer pour lui dire voilà, on va lancer ce projet, voilà quels sont les objectifs, voilà pourquoi on le fait, etc. Pour ce qui concerne la formation, oui, il y a des formations. Alors, les gens qui sont directement concernés, qui vont travailler dans le groupe projet, doivent être formés aux outils du Lean et aux techniques du Lean. C'est ce que nous dira, alors bon, vous connaissez toute cette imagerie de Master Black Belt, Green Belt, hein, qu'on retrouve dans le Six Sigma et qu'on retrouve dans le Lean. Olivier Constant vous en parlera, enfin on a un troisième webinaire où l'AFNOR nous présentera ses qualifications de compétences en matière de Lean. Mais les gens qui seront vraiment formés aux outils, c'est le chef de projet de 2-3 personnes. Par contre, le personnel, eh bien, comme il participera à des groupes de travail, il peut être formé de façon précise sur une méthode de résolution de problèmes ou autre. Mais ce n'est pas un projet de formation qu'on va dérouler pour tout le monde, vous voyez ce que je veux dire, qui va durer des mois où il faut que tout le monde y passe. Il faut aussi que l'esprit Lean soit à tous les niveaux. Donc, il ne faut pas se dire on forme tout le monde alors que les gens n'en ont absolument pas besoin. Donc, il faut être prudent. Alors, tu parles justement d'esprit Lean. On est face à des méthodes japonaises, américaines, avec beaucoup de mots, d'outils, etc., qui reprennent des appellations d'origine, j'allais dire. Est-ce qu'il n'y a pas une problématique de culture là? Cette méthode, est-ce qu'elle est transposable dans notre culture plutôt latine? Oui, oui. Alors là, c'est une très bonne question. D'abord, il y a un petit peu, bon, on a tous joué à ça, il y a un aspect un peu snobinard j'essaye d'éviter, j'essaye de trouver des mots français, je me fais beaucoup d'ennemis, mais il faut effectivement éviter le snobisme qui consiste à ne parler que de SMED, Pokayoke, etc. Il y a un aspect culturel qui est important. Par contre, ces méthodes-là sont des méthodes robustes, sont des méthodes pratiques et on n'a aucun mal. Moi, 5S, j'ai fait beaucoup d'opérations 5S, c'est très japonais, c'est Zo, Seton, etc., série, Shikutsu, Shitsuki, bon, ça fait un peu pédant,
Mais les gens adhèrent immédiatement parce qu'ils y voient un intérêt, parce que la propreté, la sécurité, c'est partout pareil dans le monde. Donc, si on sait présenter ça avec des mots français sans être trop pédant, il n'y a aucun problème de culture. Par contre, au départ, ben, vous connaissez la blague, hein, enfin la blague, l'anecdote. Au Japon, vous avez une cote blanche, les opérateurs ont une cote blanche. Quand il y a une petite tache sur la manche de l'un, on s'arrête. On dit, tiens, tu as une tache ici. Cette tache peut venir, ça peut être une tache d'huile, elle peut venir d'une machine qui fuit. On s'arrête, on regarde, on cherche d'où vient la tache. Bon, moi j'ai connu une époque en début de carrière, quand il y a une machine qui pissait de l'huile, on mettait d'abord de la sciure, puis après on mettait un seau, et après on écrivait une procédure pour vider le seau quand il était plein d'huile. Donc vous voyez, culturellement, tu as raison, culturellement, on a un déficit culturel, mais on arrive les gens comprennent l'intérêt très vite quand on met en œuvre des méthodes plus, je vais dire, plus rigoureuses. Bon, maintenant, la mondialisation permet aussi d'élargir oui, nos chakras, on va dire. Alors, eh ben, il me reste, on arrive au terme de notre timing qui est vraiment cette fois-ci très précis. Et donc, je vais repasser tout de suite la parole à Jean-Jacques Buono en espérant le voir ce coup-ci. Ah oui, il apparaît, il disparaît. Ah, le voilà. Il est magnifique, il est magnifique. Pour la conclusion et pour nous dire le prochain webinaire. Merci, c'était très intéressant. J'espère que vous avez été, vous aussi, très intéressé aux propos de Patrick et j'espère que ça vous a donné envie de vous engager dans le Lean. La FQP PACA est soucieuse de promouvoir les méthodes excellentes. Vous savez qu'un de nos dada, c'est le modèle EFQM, mais le Lean fait partie également des approches que nous voulons promouvoir. Et probablement, à la rentrée, en septembre-octobre, nous ferons des offres pour le développement du Lean dans les organisations. De manière plus brève, à plus courte échéance, nous avons, Patrick en a parlé surabondamment, nous avons 2 webinaires à venir. Le prochain est le 25 juin, vendredi en 8, et il sera intéressant dans la mesure où il va parler du Lean Office et du Lean Service, du Lean dans les entreprises de services et dans les process de service. Et puis nous aurons le 8 juillet, pour clôturer la saison, un web sur les responsables Lean Management et comment les former, comment les promouvoir. Donc nous vous attendons nombreux à ces 2 prochains événements. En ce qui concerne le très court terme, vous allez recevoir une évaluation de ce web. Merci d'y participer, merci de votre contribution. Ça nous aide nous aussi à nous améliorer. Vous pourrez, dans le cadre de cette enquête, demander à recevoir un enregistrement de ce web qui sera donc à destination des gens qui le demanderont. Et bien, je vous remercie tous et j'espère vous retrouver très nombreux la semaine prochaine et bonne route vers le Lean à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir et merci.